Bokertov, il est 8h35 sur studiocalita.com, plus exactement 8h37, pardon, sur studiocalita.com. Nous sommes en direct pour cette revue de la presse et des médias israéliens, une revue bien entendu qui sera essentiellement consacrée à la visite presque historique. On peut parler de visite historique de Donald Trump dans la région, une visite qui a débuté d'ores et déjà avec la première étape de ce périple en Arabie saoudite, et tous les quotidiens, tous les sites d'information nous détaillent plutôt ce matin en évidence, avant de parler de l'Arabie saoudite, nous détaillent la visite, le programme détaillé de la visite de Donald Trump en Israël. Le site Ynet, le principal site d'information, ainsi que l'ensemble des quotidiens israéliens, nous fournissent donc heure par heure le programme de cette visite présidentielle en Israël, une visite qui débutera demain vers 12h15 heure israélienne avec l'atterrissage à l'aéroport Ben Gurion de l'Air Force One. Le président américain et ses proches, ainsi que le secrétaire d'État Rex Tillerson et le secrétaire d'État à la Défense James Mattis seront accueillis à leur descente d'avion par le président de l'État Reuven Rivlin et par le Premier ministre Binyamin Netanyahou lors d'une brève cérémonie. Ensuite, le président s'envolera à bord de son hélicoptère vers Jérusalem, où il sera reçu par le président Reuven Rivlin, qui fera apparemment le même trajet. Il sera alors environ 13 heures. Ensuite, Donald Trump se rendra d'abord au Saint-Sépulcre, dans la vieille ville de Jérusalem, et ensuite devant le mur occidental pour cette visite qualifiée de privée côté israélien. On négocie encore et toujours l'éventualité que le Premier ministre Binyamin Netanyahou puisse accompagner Donald Trump au Kotel, mais rien n'a encore été conclu. Et puis ensuite, sachez que il a été décidé que Mélanie Trump et Ivanka Trump, la femme et la fille du président américain, elles visiteront le mur occidental, se rendront au mur occidental dans la partie réservée aux femmes. Donc il y aura une forme de séparation entre les invités, entre les personnalités qui se rendront devant le mur occidental, entre les hommes et les femmes, comme le veut la tradition devant le mur occidental. Ensuite, il sera environ 15h30. Le président américain, son épouse et ses proches prendront leur quartier, si je puis dire, à l'hôtel King David, qui leur sera entièrement réservé, qui sera alors l'endroit le plus sécurisé au monde. Le président devrait alors faire une petite sieste avant de recevoir dans sa suite présidentielle vers 18h le Premier ministre Binyamin Netanyahou pour un entretien particulièrement important qui devrait durer un peu plus d'une heure. Il se terminera d'ailleurs cet entretien par une conférence de presse conjointe des deux leaders, donc dans la grande salle du King David. Mais au-delà, Binyamin Netanyahou et Donald Trump se retrouveront quelques instants plus tard, puisqu'ils partiront du King David en limousine blindée vers la résidence du Premier ministre, située rue Balfour, à quelques centaines de mètres de là. Donald Trump et son épouse seront les hôtes de Binyamin Netanyahou et de son épouse Sarah pour un dîner. Il y aura une partie musicale dans ce dîner. Elle sera animée par la chanteuse Shiri Maimon. Le président devrait regagner sa suite vers 22h, donc lundi soir. Le lendemain matin, vers 10h du matin, le président Trump sera à Bethléem pour une rencontre avec le raïs palestinien Mahmoud Abbas. Vers 13h, donc mardi, il effectuera une rapide visite au mémorial du Yad Vashem, et de là, il se rendra au musée d'Israël, où il prononcera son discours, le discours au cœur donc de sa visite en Israël. Ce sera vers 14h, et ensuite vers 15h, le président devrait regagner l'aéroport Ben Gurion, et il devrait alors décoller vers 16h de l'aéroport Ben Gurion, direction Rome, où le président américain doit être reçu au Vatican par le pape François. Voilà donc pour ce programme détaillé qui figure, comme je vous le disais, dans tous les quotidiens et les sites d'information israéliens ce matin, mais il ne s'agit peut-être pas encore du programme définitif et bouclé de cette visite. On sait que les organisateurs américains ont maintes et maintes fois changé le programme, y compris au cours des derniers jours, donc nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise. Ce qui est certain, comme le montre ce matin le Yediot Aharonot, c'est qu'il faudra s'armer de patience, en particulier pour les habitants de Jérusalem, parce que la ville sera quadrillée et bouclée. Certaines des principales artères de la capitale seront fermées à la circulation. Il sera impossible de stationner sur des voies publiques en raison donc de la visite de Donald Trump. Tout cela devrait considérablement compliquer le déplacement de plusieurs centaines de milliers d'habitants de la capitale qui devraient, d'une certaine manière,
apparemment être prudents et pourraient rester chez eux, même à l'appel de certains organismes qui ont décidé de fermer leurs portes, comme par exemple l'Université hébraïque de Jérusalem. Les chaînes de télévision israéliennes nous ont livré hier soir, à la sortie du Shabbat, les premières images de la visite de Donald Trump en Arabie Saoudite, avec en particulier la signature de cet accord stupéfiant, fabuleux. Les superlatifs manquent pour cet accord signé entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, un accord de vente d'armes américaines à l'Arabie Saoudite, apparemment pour un montant de plus de 350 milliards de dollars. Et cette information suscite bien entendu l'intérêt des éditorialistes et commentateurs israéliens, tels qu'Assaf Gabor dans le site Énergie, qui se demande si cet armement colossal dont va désormais disposer l'Arabie Saoudite, en tout cas au cours des prochaines années, ne risque pas de représenter un danger pour l'État d'Israël. Pour Gabor, même si au cours des 2 dernières années, face à la menace iranienne, l'Arabie Saoudite et Israël sont devenus de véritables alliés, eh bien, ce marché risque de faire perdre à Israël l'avantage stratégique que les Américains lui ont toujours accordé et qui était d'une certaine manière la garantie de sécurité de l'État hébreu. Le site Ynet indique que même les experts israéliens en la matière ne parviennent pas encore à savoir ce que renferme précisément ce marché et si les Saoudiens vont désormais disposer d'armes ultra sophistiquées qui risquent de remettre en cause donc cet avantage stratégique israélien. Mais le nouvel analyste politique de Reshet Bet du nouveau consortium Cannes a affirmé ce matin que les Saoudiens, il croit le savoir de sources sûres, que les Saoudiens ne recevront pas parmi ces armes sophistiquées les fameux F-35, les avions de chasse furtifs américains dont l'armée de l'air israélienne est d'ores et déjà équipée puisqu'elle en possède déjà plusieurs exemplaires. C'est la preuve, affirme-t-il, que les États-Unis veillent tout de même à préserver cet avantage stratégique de l'État d'Israël dans la région. On devrait en savoir plus lorsque James Mattis arrivera demain à Jérusalem, en particulier à l'issue de ces entretiens, des entretiens qu'il aura avec son homologue israélien Avigdor Lieberman. Le site Walla propose à ses lecteurs ce matin les endroits que Donald Trump aurait absolument dû visiter durant son séjour en Israël, mais qu'il ne visitera pas. C'est un peu sur un ton humoristique que le Walla fait cette proposition à ses lecteurs. Il s'agit, pour vous donner un exemple de l'esprit de cet article, de la base secrète du Mossad israélien, et ce, afin, écrit-il, que Donald Trump apprenne à garder les secrets. Il s'agit également de la baraque en bois de David Ben Gurion à Sde Boker, afin que Donald Trump comprenne ce que signifie l'humilité. Ou encore, le site Walla appelle le président américain à se rendre devant la barrière de sécurité, cette barrière de sécurité en béton, afin qu'il se fasse une idée de la manière dont il doit construire un mur entre les États-Unis et le Mexique. Donc tout cela est bien entendu, donc, comme je vous le disais, affirmé sur un ton légèrement humoristique. Le Yediot Aharonot, lui, nous montre en première page une immense photo du roi Salman d'Arabie Saoudite qui remet à Donald Trump la médaille d'Abdelaziz, ce qui fait écrire à Shimon Schiffer, l'un des plus célèbres analystes du journal, que cette visite de Trump va être la fête de la flatterie. Et Binyamin Netanyahou a bien compris le message transmis par l'entourage du président américain. La flatterie répondra à la flatterie. La flatterie appellera d'autres flatteries. Et Shimon Schiffer d'expliquer que, côté israélien, on a donc décidé d'éviter de fâcher celui qui aime être flatté, à savoir le président américain Donald J. Trump. C'est pourquoi Binyamin Netanyahou n'a pas réagi à l'annonce du président de ne pas transférer l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. C'est pourquoi il n'a rien dit lorsque les diplomates américains ont refusé qu'il accompagne Donald Trump devant le mur occidental. L'important, écrit ce matin Shimon Schiffer, c'est de ne pas fâcher le président Twitter qui a tendance à réagir de manière impulsive. Fin de citation. Quant à Dan Raviv, qui est le correspondant politique d'i24 News aux États-Unis, il écrit ce matin lui aussi dans un éditorial dans le Yediot Aharonot sur les sourires à Riyad et les appréhensions à Jérusalem. Les Saoudiens étaient hier très heureux d'avoir consolidé leur alliance avec les États-Unis face à la menace iranienne, écrit-il, mais à Jérusalem on s'interroge et si Binyamin Netanyahou se tait, d'autres parlent pour lui et se demandent si Trump était aussi pro-israélien qu'il ne le prétend. Alors pourquoi a-t-il débuté son séjour en Arabie Saoudite et pas en Israël? Pourquoi paraît-il si ami avec Mahmoud Abbas et pourquoi refuse-t-il de concrétiser sa promesse électorale de transférer l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem? Voilà pourquoi, si au début les Israéliens admiraient Trump, eh bien aujourd'hui ils ne sont sûrs de rien, dixit donc Dan Raviv, le correspondant
politique de i24 News aux États-Unis. Les journaux rappellent tout de même que si Donald Trump a fêté avec les Saoudiens la signature de ce fameux marché de quelques 350, certains parlent de 380, même de 450 milliards de dollars, eh bien sa situation aux États-Unis reste de plus en plus précaire et affaiblie. Il aurait dit, affirmé Donald Trump à Sergei Lavrov que depuis le limogeage de James Comey, l'ancien patron du FBI, eh bien il était moins sous pression. Encore une déclaration qu'il faudra rajouter à ce dossier problématique. En encadré, le Yediot Aharonot révèle que selon les experts américains en matière de renseignement, les Israéliens auraient été stupéfaits par les informations transmises par Donald Trump à Sergei Lavrov. Ces informations apparemment liées donc à des tentatives d'attentats préparées, fomentées par Daesh en Syrie. Le Yediot Aharonot souligne ce matin qu'Ivan Trump Kushner, la fille juive de Donald Trump, aurait reçu une autorisation rabbinique exceptionnelle pour voyager pendant Shabbat à bord de l'Air Force One avec son père pour arriver en Arabie Saoudite, qui est le rabbin qui a autorisé ce déplacement. Certains ont affirmé qu'il s'agissait du rabbin orthodoxe Lockstein qui a converti Ivan Trump, mais celui-ci a immédiatement fait savoir hier soir qu'il n'était pas du tout impliqué dans cette autorisation. Mais après avoir découvert largement les pages du Yediot Aharonot consacrées à cette visite, tournons celle du Israël Hayom, le quotidien proche de Binyamin Netanyahou, qui a véritablement déroulé le tapis rouge pour le président américain. Pour la seconde fois depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche il y a à peine 4 mois, eh bien, le président américain a accepté d'accorder une interview exclusive à ce quotidien gratuit et à son nouveau rédacteur en chef, notre ami Boaz Bismuth. Dans cet entretien qui fait bien sûr la manchette du Israël Hayom ce matin, le président américain affirme qu'il travaille actuellement très dur, je le cite, pour parvenir à régler le conflit israélo-palestinien. Les gens les plus compétents travaille là-dessus et j'espère que nous pourrons parvenir à un accord plus tôt que prévu. J'aime le peuple d'Israël, dit Donald Trump dans cet entretien donc au Israël Hayom. En page intérieure, le Israël Hayom confirme que le gouvernement israélien devrait décider aujourd'hui, lors de la réunion du Conseil des ministres, d'accorder des avantages économiques substantiels aux Palestiniens, et ce, en signe de bonne volonté israélienne en perspective donc de la visite du président américain demain. Le Israël Hayom toujours parle de plus de 10 000 policiers et gardes-frontières qui assureront de près ou de loin la sécurité du président américain durant son déplacement à Jérusalem. Voilà donc ce que l'on peut dire ce matin en consultant la presse et les médias israéliens à propos de la visite de Donald Trump en Israël. Les autres titres dans la presse et les médias en bref, alors qu'en Israël l'état d'alerte est maximal, je le disais il y a quelques instants au sein des forces de sécurité en perspective de la visite de Donald Trump, on a appris durant le Shabbat que le Fatah et d'autres organisations palestiniennes avaient annoncé une nouvelle journée de la colère mardi lorsque Donald Trump sera reçu par Mahmoud Abbas à Bethléem. Ils appellent également pour demain une grève générale en signe de solidarité avec les grévistes de la faim palestiniens dans les prisons israéliennes. Fin de citation de cet appel donc du Fatah et d'autres organisations palestiniennes. Le site Énergie croit savoir que le Premier ministre Binyamin Netanyahou a décidé de reporter après la visite de Donald Trump la nomination importante du nouveau ministre des Communications. Jusqu'à présent, c'est Tzachi Hanegbi qui avait occupé provisoirement ce poste et apparemment Binyamin Netanyahou a quelques difficultés à le céder à un autre ministre ou à un autre potentiel ministre, donc qui ne semble pas particulièrement vouloir s'occuper de ce dossier, on peut dire très problématique et très encombrant, bien entendu, sur fond de lancement problématique et controversé du consortium médiatique israélien Cannes. Le Yediot Aharonot se penche également sur les problèmes du détenu Ehud Olmert, après que l'administration pénitentiaire ait décidé d'annuler la permission que l'ex-premier ministre devait avoir dans les prochains jours. Motif, Olmert aurait parlé effrontément à un gardien et il aurait également tenté de faire sortir illégalement de prison des documents sur l'autobiographie qu'il est en train de rédiger actuellement. La question que l'on se pose ce matin, c'est de savoir si ce comportement ne risque pas d'empêcher le Premier ministre, l'ex-Premier ministre, d'obtenir cette fameuse réduction de peine d'un tiers accordée aux détenus modèles. Et puis le Israël Hayom à nouveau annonce que ce soir se tiendra devant les murailles de la vieille ville de Jérusalem un spectacle de son et lumière et de musique israélienne qui sera l'un des événements marquants du jubilé de la réunification de la capitale. On attend quelques heures avant l'arrivée de Donald Trump donc à Jérusalem des dizaines de milliers de personnes donc à ce spectacle ce soir en bordure des murailles de la vieille ville. Mais nous sur Studio Kalita, eh bien, nous vous invitons à venir participer ce soir au Théâtre de Jérusalem à la grande soirée de l'Aliyah de France et de Yom Yerushalayim qui se tiendra donc ce soir au Théâtre de Jérusalem à partir
de 19h30, une soirée dont nous avons parlé il y a quelques minutes avec Brigitte Blia, qui est la présidente de la Midreshet Yehuda, qui est à l'initiative de cette soirée. Une soirée qui se déroulera avec le partenariat de Kalita, à l'initiative de son président Mark Eisenberg. C'est ainsi que nous terminons cette revue de la presse et des médias israéliens de ce dimanche matin. Je vous souhaite de passer une agréable journée, une bonne semaine, Shavua Tov. C'était Daniel Haïk en direct de Jérusalem pour studiokalita.com. Shalom.